révision constitutionnelle différentes étapes yooyu mun nañu ne constitution bi moo ko tënk parce que constitution bi article 103 dafa wax ni l'initiative de la révision de la constitution appartient concurremment au président de la République et aux députés ba pare si biir article 103 boobu wax lan la ñu mën a réviser ak lan la ñu mënul réviser donc ku gis suñu proposition de révision constitutionnelle bi laaluñu dara loo xam ne constitution bi daa tere ñu réviser ko donc loolu dama bëgg mu leer déjà ci wàllum procédure député nag dañ kaa fal pour muy voter ay loi waxatuma la nag député Pastef fi nga xam ne mandat de réforme nañ leen faluñu pour ñu nekk sur la défensive maanaam daf caténat chaud bloqué lépp loo xam ne daa war a jàll rek ñu bloqué ñun falewuñ ñu pour loolu dañ ñu fal pour ñu jël initiative fal ñu pour ñu def ay réforme donc ci réforme yooyu nañu nekk di wax ni proposition bi ñun su fekkee ni adopté nañ ko boobaa dafa am lu ñuy woowee approbation nag mooy texte bu nga xam ne moom la député adopté moom rek nañu mën a yóbbu approbation soit dañuy jàpp ni assemblée nationale voté na ko majorité qualifiée soit président de la république décidé yóbbu ko référendum mais su boobaa texte bu député yi adopté rek la mën a yóbbu référendum donc loolu jaroon na leeral donc je voudrais à la suite de mes collègues députés membres du groupe parlementaire Pastef les Patriotes résumer faire la synthèse en français pour dire simplement que la proposition de révision constitutionnelle portée par des députés du groupe parlementaire Pastef les Patriotes est conforme en tout point aux exigences de la Constitution et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et sur ce point-là, il n'y a aucun débat, d'ailleurs, il n'y a aucune polémique. Tout le monde s'accorde à dire que l'article 103 de la Constitution dit que l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et aux députés. Et que, toujours dans cet article 103, il dit que la forme républicaine de l'État, le mode d'élection et la durée et le nombre de mandats consécutifs du président de la République ne peuvent faire l'objet de révision. Voici les domaines intangibles de la Constitution qui ne peuvent faire l'objet de révision. Dans la proposition de révision constitutionnelle que nous avons soumise à l'Assemblée nationale, aussi bien sur la procédure que sur le contenu de la révision, nous avons respecté strictement les dispositions de la Constitution et du règlement intérieur. Maintenant, sur l'opportunité, c'est à nous, députés, élus par le peuple, qui sommes allés vers les Sénégalais pour solliciter leur suffrage, en leur proposant un programme électoral, c'est à nous de juger de l'opportunité. On nous reproche souvent, c'est un mauvais procès, de ne pas avoir fait de la concertation du dialogue. Il faudrait rappeler qu'une bonne partie des dispositions, et j'y reviendrai, de cette proposition de révision constitutionnelle est le fruit de différents dialogues. Depuis 2009, les assises nationales, il y a également eu la Commission nationale sur la réforme des institutions en 2013. Il y a également eu en 2024 le dialogue sur la justice et en 2025 le dialogue national sur le système politique. À tous ces dialogues, et notamment les plus récents, Pastef les Patriotes a participé activement et nous avons été partie prenante des consensus et des points d'accord. Et ces consensus-là et ces points d'accord-là sont repris dans cette proposition de révision constitutionnelle. Maintenant, on ne peut pas, pour un pays qui doit faire l'objet de réformes, qui veut avancer, qui prétend, en tout cas, vouloir être souverain, juste et prospère dans un horizon déterminé, être dans un dialogue éternel. Il faudra à un moment qu'après le dialogue, qu'après la concertation, les institutions puissent jouer leur rôle et prendre leurs responsabilités. C'est ce que les Sénégalais attendent de nous et ce que la Constitution, le règlement intérieur, les textes législatifs et réglementaires nous prescrivent.
Et c'est vraiment notre démarche et l'orientation que nous avons prise. Nous ne pouvons pas être l'otage de petits lobbies ou l'otage de groupes de pression qui ne reflètent en rien les intérêts du peuple sénégalais. Notre seul engagement, nous l'avons pris devant le peuple et nous le ferons conformément à la Constitution et à la loi. C'est ce qui nous lie. Concernant la révision en elle-même, il faut rappeler que nous avons travaillé activement sur ce qu'on appelle les avant-projets de loi que le président de la République avait publiés. Et lui-même, lors de plusieurs sorties de presse, il l'a dit, nous avons été associés, non seulement à travers les différents dialogues auxquels nous avons participé, mais à travers un comité de rédaction ou un comité de lecture qui nous a permis, en tout cas, de mettre en conformité les drafts qui nous ont été soumis avec les engagements qu'on avait pris devant le peuple sénégalais. Et donc, nous sommes comptables de ce travail. C'est pourquoi, devant la lenteur, devant l'indécision, nous avons pris notre responsabilité pour soumettre ce texte-là au débat. Et c'est d'ailleurs ça qui fait l'objet de ce débat démocratique. Si nous ne l'avons pas fait, il n'y aurait pas eu ce débat démocratique. Et c'est cela la démocratie, c'est cela l'état de droit. Rappelez également, comme l'a dit Malick Ndiaye, que la loi est d'un caractère général et impersonnel. La présente proposition vise à renforcer l'état de droit, à rééquilibrer les institutions, à réduire l'hyperprésidentialisme. Et réduire l'hyperprésidentialisme, ce n'est pas affaiblir le président de la République. Parce que lui-même, dans son mandat, dans ses engagements, il a promis de réduire l'hyperprésidentialisme. Et de rester fidèle également aux engagements devant le peuple sénégalais pris par Pastef. Aussi bien lors de la campagne pour l'élection présidentielle de 2024 que lors de la campagne pour les élections législatives. Et comme les précédents orateurs l'ont dit, qu'est-ce qui, dans cette réforme, peut être jugé contraire à l'intérêt général? C'est ça la question qu'il faut poser. Tout le reste, je pense, c'est du bruit, mais il n'y a aucun fondement, il n'y a aucune argumentation. Donc, c'est de la manipulation ou de la désinformation. Est-ce que la mise en place de la Cour constitutionnelle, qui est l'un des consensus du dernier dialogue et du dialogue sur la justice, peut être considérée contraire à l'intérêt général? Est-ce que la création d'un organe indépendant chargé des élections peut être considérée contraire à l'intérêt général? Et qui d'ailleurs est le fruit du dialogue. C'est l'un des consensus. On aurait pu se dire en tant que parti politique majoritaire, parti au pouvoir, que nous allons continuer dans la même lignée des précédents partis, c'est-à-dire avoir un organe qui soit contrôlé toujours par le pouvoir politique, pour pouvoir peut-être peser sur la manière, en tout cas, les élections. Mais là, dans la présente proposition, nous avons préféré aller vers la création de cet organe indépendant parce que ça reflète nos engagements que nous avons pris devant le peuple sénégalais. En ce qui concerne avoir un président au-dessus de la mêlée, je pense que ça, c'est l'engagement du président lui-même qui a, quand il a été élu, conformément au programme de Pastef et de la coalition et de Diomaye président, avait décidé, malgré que ce n'était pas obligatoire, puisqu'il était secrétaire général, de démissionner de son poste de secrétaire général de Pastef. Et lors du dialogue national sur le système politique, ça faisait partie des points d'accord et de consensus. Donc, nous sommes simplement restés fidèles à ces engagements, à ces points d'accord et de consensus, de prestation de serment. Donc, cela a été encadré désormais dans la proposition de loi constitutionnelle. L'autre aspect, au-delà du cumul, en tout cas, d'être chef de l'État, chef de parti,
Lors du dialogue également, l'un des points de consensus, c'était de dire que désormais, un ministre ne peut plus être chef d'exécutif local. Il ne peut plus être maire, il ne peut plus être président de conseil départemental. Et nous sommes restés également fidèles à cet engagement, à ce point d'accord, à ce consensus lors du dialogue, et qui reflète également les engagements qu'on a pris dans notre programme. Sur la question de la définition de la haute trahison, il n'y a rien de nouveau. C'est dans la Constitution qui dit que le président de la République ne peut être poursuivi dans l'exercice de ses fonctions que pour haute trahison. Ce qu'on a rappelé, ce qu'on a ajouté simplement, c'est que dit que la haute trahison doit être prévue et punie par la loi. Parce qu'actuellement, il n'y a aucune définition de la haute trahison. Et pour pouvoir poursuivre quelqu'un, il y a ce qu'on appelle le principe de la légalité des délits et des peines. C'est un principe constitutionnel. Sinon, c'est de l'arbitraire. Vous allez poursuivre quelqu'un sur des bases qui ne sont pas légales. Et nous avons, dans cette proposition de loi constitutionnelle, dit que désormais, c'est la loi, ça peut être le code pénal, ça peut être une loi spéciale, qui va définir ce qu'est la haute trahison. Et d'ailleurs, ceux qui avaient rédigé les avant-projets, donc le comité de rédaction, ils étaient allés plus loin, parce que dans la proposition, dans l'avant-projet qu'ils avaient soumis, ils avaient eux-mêmes défini ce qu'était la haute trahison. Nous, ce que nous avons proposé est bien en deçà de ce qu'ils avaient proposé, de ce que le comité de rédaction avait proposé. Ensuite, en ce qui concerne toujours les amendements, la déclaration de patrimoine. La déclaration de patrimoine, effectivement, c'est dans la Constitution actuelle, à l'article 37, qui dit que le président de la République doit déclarer son patrimoine. Mais nous nous sommes rendus compte que cette disposition a disparu de l'article 37. Nous avons fait simplement un amendement en commission pour remettre cette disposition et en plus la préciser pour dire simplement que désormais, le président de la République doit faire une déclaration de patrimoine non seulement à l'entrée, quand il est élu, mais à la cessation de ses fonctions. On a bien dit à la cessation de ses fonctions. On n'a pas dit à la fin du mandat. Parce que sinon, dans ce cas, si un président de la République fait 2 mandats, à la fin de son premier mandat, il devra refaire une autre déclaration de patrimoine. Nous, l'amendement, en tout cas, la disposition qui a été proposée par les députés ne l'exige pas. Elle dit à la cessation des fonctions. C'est-à-dire entre la prise de fonction et la fin de la fonction. Donc, vous pouvez faire 2 mandats. Maintenant, ça, je pense que c'est une exigence de transparence. Tout le monde doit être d'accord. D'ailleurs, c'est nous-mêmes qui avons voté récemment la loi portant déclaration de patrimoine, la loi sur l'OFNAC, la nouvelle OFNAC, la loi sur les lanceurs d'alerte, la loi sur l'accès à l'information. Et après que le texte ait été transmis à l'Assemblée nationale, le président lui-même, il avait fait des amendements pour demander qu'on rajoute dans les personnes assujetties à la déclaration de patrimoine les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Les membres on aurait pu rejeter cet amendement, mais nous avons adopté. Parce que nous avons dit que dès lors que on a le principe de la loi, c'est l'élargissement des assujettis, parce qu'on a mis des membres du pouvoir judiciaire, chef de parquet, juge d'instruction. En tout cas, il y a eu un très large éventail de personnes assujetties désormais. Donc, malgré que les membres du bureau ne gèrent pas des budgets, ne gèrent pas des deniers publics, mais on s'est dit que, bon, l'esprit, c'est l'élargissement. Donc, qu'on aille dans ce sens-là et qu'on vraiment accepte l'amendement proposé par le président de la République. Alors que, quand le président de la République proposait cet amendement, il n'a pas dialogué avec nous, il l'a simplement remis au ministre